On parle au Mexique. En fait, ils voulaient pas une cuisine fusion française et mexicaine. Ils voulaient une cuisine traditionnelle française, ce qui est pas adapté quand il fait 45 degrés. Mais il y a une recette que j'avais fait là-bas, qui pour le coup la cuisine française. Donc c'est des morilles qui sont cuisinées à la crème au vin jaune et posées sur une tranche de pain. Et donc je prends la base du chicharrón, je travaille la morille à la française, tu vois, déglacée. Il n'y avait pas de vin jaune, mais avec une macération de vin. Puis je pose la morille crémée sur le chicharón et petite feuille de menthe, et puis voilà. Et du coup, une recette est née comme ça, tu vois. Donc une technique de cuisine française aux produits de la région. Ouais, un produit mexicain. Mais ça, quand t'as des espèces de tubes comme ça, tu vois, je trouve ça hyper cool. Alors revenons à Saint-Romain. Saint-Romain. Donc je me retrouve à Saint-Romain, déjà petit parisien, t'es dans la Cambrousse. Oh, du verre, oh, des falaises, oh, des arbres. Ouais. Et donc on fait 2 mois chez Fred. Tout ça se passe bien, on voit le vin, on voit les raisins rentrer, et puis voilà, ça se termine. Retour à Paris, toujours confinement. Du coup, on avait gardé l'appart parce qu'on savait pas trop ce qui se passait, tu vois. Le Mexique qui est toujours en projet, mais qui est redécalé. Et là, on est en novembre, je crois, donc on se retrouve dans l'appart et puis on se dit, oh, non, écoute, on va chercher une solution, on va voir en Bourgogne ce qu'on peut faire. Donc du coup, on commence à chercher, on trouve une baraque à louer. On a commencé à avoir en tête de monter, c'est Fred qui nous souffle l'idée de monter une activité de chef à domicile sur la région parce qu'il y a du domaine viticole. Ils reçoivent des importateurs, des amis, des clients. Donc il y a toute cette partie-là qui est un marché finalement. Parce qu'il y a des offres de traiteurs, mais il n'y a pas d'offres chef à domicile un peu plus haut de gamme, tu vois. Donc on trouve une maison ici, on s'installe à Bouillon, qui est un petit village. Forêt, falaise, village de 200 habitants. Donc on passe d'un petit appart de 40 mètres carrés à une grande maison de 100 mètres carrés, mais à la campagne. Donc on arrive en janvier, je me souviendrai toujours de cette route. On déménage avec un camion, un 20 mètres cubes avec Caillon, tout dedans, le canapé, mon scooter de Paris, tout dedans. La route, c'est des routes comme ça, et on arrive en janvier, il y avait 15 cm de neige. Oh là là. Et les nuits, là-bas, on est à 400 d'altitude, moins 6 degrés. On arrive dans une vieille maison qui n'avait pas été chauffée. Ils avaient allumé le chauffage la veille, mais tu sais, genre chauffage au fioul, et on allume le feu et tout. Et tu vois, le premier hiver à Bouillon, on se dit, est-ce qu'on a bien fait de devoir déménager ? Mince. Et puis encore tout fermé, tu vois, donc pas de lien, pas de lien en fait, pas de lien social, pas de café. Personne, quoi. On connaît Fred, on connaît 2-3 vignerons, Ouais. mais on n'a pas de lien social. Donc on arrive là. Et qu'est-ce qu'on fait, tu vois? C'est cool, hein, mais... Et du coup, on commence à réfléchir donc, sur l'activité de RAD, restaurant à demeure. Donc c'est un RAD où normalement les Parisiens connaissent, enfin des gens connaissent. Donc c'est un bistrot, c'est un lieu où on se rassemble. Ouais. Et donc on lance RAD, restaurant à demeure. Et en attendant de le lancer, vu qu'il y avait tout était fermé, on pouvait pas travailler, on bosse dans des vignes. On se dit, ça va au moins nous créer un lien social. Et on va apprendre aussi tailler et bourgeonner. Donc toute cette période-là de mars, on fait une saison ouverte à juin. On travaille dans un domaine viticole qui est en bio. Et on fait le travail des vignes. Tu vois, on est bourgeonne, on relève, on l'a fait à l'envers. On a vu la vinif et on a vu la culture. Mais c'est pas grave. Et puis c'est intéressant aussi. On est dans une région du vin. C'est important de savoir aussi ce qui se passe. Tu vois. Alors les gens étaient un peu étonnés. Ah ouais, t'es cuisine. Ouais, mais bon, il se passe rien. De toute façon, on peut rien faire. Tout est fermé. Et c'était hyper cool. Et là, ça a commencé à nous faire du lien, à rencontrer des gens aussi, tu vois. Rencontrer des gens locaux, on commençait à avoir un lien social et puis on se commençait à se dire, ah, c'est cool, tu vois, on voit des gens, parce que sinon, c'était un peu darkos. Et puis on commence à lancer RAD, on fait faire le site internet, parce qu'on n'avait pas trop de thunes aussi, à part un copain. Et puis, t'as Fred qui commence à nous prendre, et puis ça commence à démarrer gentiment, et puis ça commence à se savoir sur la région que, là, Top Chef resserre, tu vois. Que Top Chef et Romanchenko de Top Chef et Yulia font des prestations à domicile, donc on commence à nous appeler. Et puis t'as un maison Chanzy à Puligny-Montrachet qui a une belle maison de dégustation de vin. Ils commencent à nous proposer une résidence sur un mois, donc première résidence, tu vois, on est en 2020. Donc ils n'ont pas de cuisine pro, ils n'ont pas de lave-vaisselle pro, 3 plaques à induction, et puis on commence à communiquer. Et puis à envoyer des petites assiettes, ce qu'on peut. Eux vendent leur vin, nous on achète les produits. Les produits. Eux encaissent, ils prennent un pourcentage sur les ventes, ce qui est logique, tu vois. Et nous on récupère le chiffre d'affaires. Et puis on commence
comme ça, commence à générer, à faire du chiffre d'affaires. Enfin, tu sais, c'est un chiffre d'affaires de restaurant, donc ça commence à rentrer. Et puis, l'avantage, c'est qu'on nous, on n'avait pas de loyer à payer, pas d'électricité à payer, donc ça commence à faire de la trésor. On fait une autre résidence sur route, je sais plus où. Et puis après, au final, ça nous a fait une vitrine pour le coup. Les gens, ah ouais, vous faites des prestations à domicile aussi. Et puis c'était une cuisine qui était un peu nouvelle aussi. On travaillait beaucoup les produits de la mer, on travaillait les produits d'été, on faisait tout simple, mais tu vois, des belles salades de tomates. Ce que tu faisais presque dans la cave, du coup. Ouais, exactement. C'est ça. Cette petite carte de petites assiettes un peu à partager, ce qui était un peu nouveau ici, je t'avoue. Oui. Ok. Ce truc-là, t'as pas faim, tu manges pas trop, tu peux boire une bouteille de blanc, tu peux commander. Si tu as envie de rester 3 heures à table ici, tu peux rester 3 heures à table ici, il n'y a pas de souci. Nous, on aime bien, on aimait bien ça, que les gens soient pas obligés de prendre un entrée plat dessert. Tu veux manger que du froid parce qu'il fait chaud, il y a pas de souci. C'est hyper convivial. Ouais. Et ça, c'était un peu nouveau aussi, tu vois. Mais à la Cave à Michel, quand on l'a fait, on a ouvert ça, ça commençait à arriver aussi, tu vois. C'est ce côté-là où t'es debout, tu commandes un truc. On te demande pas de commander toute la carte. Et puis, du coup, on commence à avoir les prestations, tu vois, à droite, gauche, du particulier, du pro, la vente des vins à Beaune. Tu sais, c'est le gros week-end, le 3e week-end de novembre, où t'es booké tous les soirs. L'hiver, sortie de vente des vins, il se passe plus rien. Ouais. Ah ouais, blackout. Tu te retrouves dans la maison, à rentrer du bois, à faire des feux de cheminée, et puis t'attends. Et là, petit coup de déprime. Deuxième année, tu sais. Pas coup de déprime, non, mais tu te dis, qu'est-ce que je fous là? T'es toujours en altitude, il y a toujours de la neige, il fait toujours aussi froid. Ça. Et puis, tu te dis, ça repart pas. Et tu vois, t'as toutes ces inquiétudes, parce qu'au final, on est quand même chef d'entreprise. Au final, il faut se payer. Bien sûr. Et ça repart. Février-mars, ça y est, ça redécolle. Mais tu passes tu vois, pour que tu aies une idée, de 15 à 20 demandes de prestat par mois à 2. Ouais. Donc c'est dur, tu vois, et c'est un petit coup de down. T'es pas en dépression, mais tu vois, il faut être fort, et puis heureusement que t'es deux. Tu suis le rythme de la vigne. Hein, ouais. là. Et puis ça repart, et puis tu te dis c'est cool, et puis c'est cool, et puis on commence à se dire, une résidence, on est capable aujourd'hui d'en monter une nous-mêmes avec Julia, tu vois, on est capable de choisir le mobilier, d'avoir une carte des vins, de choisir son staff, de choisir son lieu. Et là, on continue les prestats pleine balle. On commence à être invité sur des dégustations, de faire des dîners d'après-dégustation. On commence à rencontrer toute cette vague de jeunes vignerons nature bourguignons et du Beaujolais qui commencent à nous faire confiance aussi, qui ont vu ce qu'on fait et qui commencent à... Tu sais, tu tapes à leur porte pour acheter du vin, ils te disaient non, quoi. On n'a pas de vin. Et puis quand ils commencent à voir un peu le travail, au final, tu mets en avant leur travail dans des lieux comme ça. Ouais. C'est normal. Nous, on est arrivés, on était Parisiens. Hein. Ah, regarde, les Parisiens, ils sont arrivés à la campagne, ils veulent nous montrer comment on fait de la restauration, tu vois, alors que pas du tout. Nous, on y a été tout doux. Hein. On n'a pas voulu montrer à tout le monde comment on cuisine à Paris, tu vois. Et on n'était pas dans cet état d'esprit non plus. C'est pas ton ADN. Ça. Non. Ouais. Donc du coup, on a fait tout doux et puis on a ouvert notre première vraie résidence. Donc, dans le centre de Beaune, au pied du chalet Saint-Paul, donc chez Diva, de juin, juillet, août. On est quoi? On est en 2022 là, du coup? Ou 2023? Attends, je me mélange dans les dates. Ouais. Bon 2022 ou 21, 2023? Non, 21. Ah non, on est en 22, qu'est-ce que je dis? Ouais, 22. 2022. Donc il s'est passé 21 chez... Ouais, c'est ça. 22, 23 ici. Mais non, putain. Ah non, en 2023. Je sais plus. Donc premier lieu à Beaune. Ouais. Où là, on crée tout. Il faut tout acheter parce qu'il n'y a rien. Donc, c'est les tables, les chaises, les parasols. Mais là, il y a une cuisine pro. Ah. Donc, il y avait déjà une cuisine pro. Okay. Donc là, c'était cool. Chaises. Par contre, il fallait quand même acheter chaises, tables, parasols, mais tout ce qu'il faut pour un resto, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut même oublier. Parce que, oui, tu n'y penses pas forcément. Donc, on fait une méga belle saison. On est hyper bien reçus. On a pas mal de presse. On a la presse parisienne un petit peu qui nous suit aussi. Donc, ça nous permet... Moi, j'adorais ces moments-là où j'avais des clients de Paris. Tu sais, on est sur la 6, en fait. Ouais. Ah oui, donc les clients de Paris qui voyaient, enfin tu vois, qui descendaient dans le sud ou machin et qui passaient, c'est hyper touchant, ouais. Qui passaient une nuit et venaient manger ou mes potes, tout ça, c'était hyper cool, vraiment, vraiment cool. Donc on fait une belle saison et puis après on retourne dans la belle fin de saison, vendre des vins, plus rien. Tu sais, vendre des vins, après, il se passe plus rien. Donc, on démarre dans le truc, est-ce que ça va remarcher? Donc, décembre, janvier, est-ce que ça va remarcher? Exactement. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est un peu la tradition, tu vois. Ah là là. Et puis, mars-avril, ça reprend.
tu vois, prestation, ça reprend, on commence à avoir des... Ah putain, mais j'ai oublié entre deux. J'ai oublié une date, putain, j'aurais dû me faire un... Ah oui, un pense-bête. Vas-y, raconte. En fait, 21, du coup, finalement, le Mexique se fait. J'avais oublié. Je suis désolé, en Donc date, vous partez très mauvais. Vous partez au Mexique? On part au Mexique, en 21. Une année? Non, on part... Bah non, finalement, on lançait le business. Ok. Impossible. Donc on part 2 mois. À Mexico City, finalement, on réduit la résidence de 2 mois. Et là, c'était comment en alors? septembre. C'était en septembre, ouais, parce qu'on fait la saison, on part en septembre-octobre. C'était ouf. En plus, avec Julia, on adorait on avait déjà un peu cette culture de tacos, de mollet, de mezcal. On était amateurs de mezcal. Et donc la résidence se passe hyper bien. On mange hyper bien. On découvre toute cette culture qui est finalement une cuisine hyper riche, le Mexique. On pense toujours juste aux tacos, au ceviche. Guacamole et c'est fini? Ouais, non. Mais non. Et tu cuisines quoi là-bas? On passe. Alors le brief, on a toujours des briefs, tu sais, ce qui est normal aussi quand tu vas dans une. T'es libre, mais. Alors le brief. Alors vas-y, le brief. C'est quoi le brief? T'es libre, mais. Mais non. En fait, ils voulaient pas une cuisine fusion française et mexicaine. Ils voulaient une cuisine traditionnelle française, ce qui est pas adapté quand il fait 45 degrés sur un rooftop. Le bœuf bourguignon sur un rooftop, c'est... Donc, t'avais beau leur dire que... donc, du coup, tu prends les bases françaises, mais après, c'est pareil, cette cuisine-là, alors, en plus, moi, pour le coup, il y avait plusieurs chefs différents, mais moi, j'étais le premier. Il y a souvent sur des résidences comme ça, à chaque fois, je suis le premier. Donc, t'essuies les plâtres. Les fournisseurs sont pas en place. J'avais une seconde qui s'appelait Mariana sur site. L'autre, c'était une chaîne d'hôtels, donc ils avaient une fournisseur d'hôtels. Ouais. Donc la cam, ça allait pas du tout, quoi. Et puis, bien évidemment, pour que le pop-up marche rapidement, la cam de merde. Et puis, ils invitent toute la presse, les restaurateurs. Tout de suite. Première semaine, ça faisait 2 jours qu'on avait atterri. Et normalement, c'est toujours comme ça, sur des résidences comme ça, tu dois avoir une semaine au mois d'acclimatation. Tu vas te balader, tu vas faire des marchés, tu vois ce qui se passe et tout. Là, pas du tout. Boum, jet lag. Dans 3 jours, il y a 25 personnes, journalistes, machin. Ok, on commande les produits et puis c'est toujours comme ça. Et puis, du coup, très laborieux les 2 premières semaines. Les produits vont pas. Je commence à trouver sur Instagram les éleveurs de cochons qui sont là-haut, le truc qui est là, le truc qui est là. Et puis au début, tu fais de la bricole. T'as pas les produits que tu veux, c'est compliqué. Tu fais les marchés, donc tu trouves des trucs. Mais il y a une recette que j'avais fait là-bas, qui pour le coup la cuisine française. Donc c'est des morilles qui sont cuisinées à la crème au vin jaune et posées sur une tranche de pain. Donc moi j'avais fait. Là-bas ils ont les chicharrones, tu sais, c'est la peau de cochon qui est soufflée. Tu vois ce truc. Donc j'avais fait parce que là-bas, en plus, on avait de la chance, il y avait des gars qui faisaient du beurre et de la crème au-dessus de Mexico City avec des vaches. Des beurres au lait cru, des espèces de camembert, et c'était trop bien. Et du coup, je travaille là. Et puis du coup, vu que t'es à la montagne, il y a des champignons sauvages aussi. Donc tu vois, ça commençait à se mettre en place. Tous ces champignons sauvages, ces travails. Et puis nous, on était en saison un peu mi-pluie, donc automne ici, donc t'as les champignons et tout. Et donc, je prends la base du chicharron, je travaille la morille, la française, tu vois, déglacée. Il n'y avait pas de vin jaune, mais avec une macération de vin, 6 boulettes à la française, quoi. Et puis, je pose la morille crémée sur le chicharron et petite feuille de menthe. Et puis, voilà. Et du coup, une recette est née comme ça, tu vois. Ça, j'ai gardé tout le pop-up. Et ça, la presse, comment les... Ça, ils le prennent en photo et tout ça, ça avait été une recette assez phare. Ouais. La chicharron morille. Il y avait un autre truc que j'ai fait. Les nopales. Et en fait, le nopal, tu sais, c'est des feuilles de cactus. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des feuilles de cactus, c'est des feuilles de figue. Ok. Donc tu les achètes sur le marché là-bas. Les dames, je sais pas comment elles font parce qu'il y a des pics. Hein. Ils les enlèvent comme ça au couteau là, et tu reçois sans les épines. Du coup, clac, tu le mets dans la glace et c'est hyper sticky dedans. C'est hyper gluant. Du coup, je le blanchissais à l'eau salée, très salée. Je les refroidissais, je les goûtais et je le cuisinais comme une seule meunière. Vu que j'avais le beurre et je le cuisine, donc ça te faisait une feuille de nopal, tu sais, qui est épais comme ça, comme une seule. En fait. Ouais. Beurre noisette, capre, échalote, clac, arrosé au beurre, tu sais, donc du coup. Ouais. Et traditionnelle, petit crouton à la française, petite salade de persil, échalote crue à la grenobloise, quoi. Et je servais le nopal comme ça, dans le beurre noisette, arrosé au citron. Et là aussi, il y avait la chef Elena qui avait dit purée, cette recette-là, elle était folle, mais toi, c'est une recette qui est toute con, tu vois. Ouais. C'est juste appliquer comme la seule manière ou comme le truc à la grenobloise. Donc
technique de cuisine française aux produits de la région. Ouais, aux produits mexicains. Mais ça, quand tu as des espèces de pubs comme ça, tu vois, je trouve ça hyper cool. Comment c'est ça satisfaisant. Et ça t'est venu comment, ça? Je sais pas, je demandais à Mariana, est-ce que tu peux, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, on peut prendre, et puis en fait, tu vois la forme du truc, tu dis putain, on dirait un poisson, en fait, on dirait une sole, tu vois, tu te dis putain. Il fallait le servir hyper vite parce qu'il redevenait gluant sinon. Ah ouais, donc t'avais Il fallait que ce soit chaud, tu vois. Et puis voilà, après on faisait des trucs comme ça, et puis après tu as forcément envie de travailler les piments, tu as forcément envie de travailler, tu sais, ils mangent des insectes là-bas, donc tu as envie de travailler les insectes, bien évidemment. Donc on faisait un sorbet cacao. On a eu la chance de rencontrer, alors c'était le fils du président mexicain qui était venu manger à cette époque-là, une histoire de fou. Il vient manger, et je lui dis, ah putain, mais je cherche des olives, des huiles d'olive, ici, il fait tellement chaud, il doit y en avoir. Il me dit, ah attends, bah, demain je viens te chercher à 9h, et on va faire un tour. Et je me retrouve dans une bagnole avec des gars, tu sais, hyper sécurisés, du coup il y avait des gardes du corps devant, une bagnole sécurisée devant, une bagnole sécurisée derrière, avec le fils du président mexicain. Et ils m'emmènent chez un pote restaurateur, et il me file des olives, des trucs, des machins. Donc je reviens au resto, je dis, ah, il y a des olives, des machins. Et lui, il était producteur de cacao, ce gars-là, le fils du président. Donc cacao bio. Et donc du coup, je travaille les cacao, on fait le sorbet cacao, et puis je goûte les fourmis, tu sais, ils mangent les escamoles. Les escamoles, c'est les œufs de fourmis, j'y reviendrai après. Et je travaille les fourmis, les chicatana, donc ces grosses fourmis volantes qui chopent, qui grillent. Et ça, j'intègre ça dans un crumble un peu à la française, un peu cacao. Tu sais, on les regrille, et on fait un crumble sorbet cacao et les chicatanas qui sont un peu salés. Et voilà. comment, ça, c'était un dessert, alors c'était hyper bon. C'était hyper bon. Parce que les fourmis avaient des arômes de café, en fait. Donc, tu vois, café, cacao. Ah ouais, ça doit bien se marier, du coup. C'était hyper bon. Et le deuxième truc, c'était... Qu'est-ce que j'avais mélangé? Les escamoles. Donc, les escamoles, c'est les œufs de fourmis. C'est un peu leur caviar. Et donc, c'était la saison des asperges là-bas, ça démarrait. Donc, je fais pareil, asperges. Je travaille un peu avec le caviar de fourmis. Un peu de beurre noisette, des ciboulettes ciselées très frais. Donc, on garde un peu l'espèce d'asperges. Donc, on travaille comme ça. En revanche, on est loin du brief initial qui était cuisine française. T'as pris la sortie d'autoroute là et tu t'es dit, je vais prendre. C'est à ce moment-là que je me suis éclaté et que ça commençait. Et puis le resto commençait à être bien en place aussi, tu vois. Et c'était la fin du papa. Ah ouais, putain. Bah, tu vois, en fait, c'est ça. C'est cool les résidences, tu vois, c'est hyper cool. T'es dans une grande ville, t'es à Mexico City, tous les soirs t'as des trucs, tu peux manger, tu sortais le service, t'allais manger les tacos dans le coin de rue. C'est trop bien. Mais c'est toujours, quand ça se passe bien comme ça, c'est la fin. Alors c'est ça qui est cool aussi, tu vois. C'est qu'il y a une date de fin, tu vois. Mais c'est quand t'es en place, t'es hyper créatif et c'est la fin. Mais c'est pas grave. Et alors là, je veux dire, quand tu reviens en France ici. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Comment c'est le retour en novembre C'est top, t'as plein d'idées, t'as envie de cuisiner, t'es reboosté. Et là, tu vois, là pour le coup, on est rentré en novembre d'ici, mais j'étais reboosté à bloc, quoi. T'as envie de cuisiner, on faisait des trucs à la maison, on avait ramené plein de trucs, putain, on est rentré avec les valises, avec 25 litres de mezcal, des piments, des graines de piment, des graines de maïs. On a passé la douane avec Julia chacun de notre côté, tu vois. On a ramené des bouteilles, puis voilà, c'est qu'on a acheté ici, mais dans des bouteilles plastiques pour pas que ça pèse trop lourd. Parce qu'on avait eu la chance d'aller à Oaxaca et des potes de potes, on a visité un maître mezcal, du coup on a vu tout le process. On a bu du mezcal toute la journée. Et tu sais, tu as cette espèce d'ivresse un peu constante, où on goûtait des toutes petites, tu sais, des petits verres qu'on avait, et on goûtait comme ça. Et on a goûté des mezcal millésimés dans des Dame Jeanne, vieillis comme du vin en fait. Tu as des arômes qui se créent, t'es passionnant. Alors là, il y a un vrai gars, enfin il y a un truc de dingue là sur le mezcal que tu as découvert. Ouais. Je connaissais un petit peu le process parce que j'étais toujours été curieux par les distillations et tout ça. Et puis là, on n'a pas vu, c'était pas la saison, mais il nous a montré un peu. Tu sais qu'une agave, donc c'est une plante qui pousse, qui est comme ça là. En fait, elle pousse, elle met entre 8 et 10 ans à pousser. C'est-à-dire, tu coupes un champ, dans 8 ans, tu pourras récolter. Et les gars, pour la tequila basique, c'est 4-5 ans. C'est pas les mêmes agaves. Mais pour les vrais mezcal, ou l'appellation mezcal, c'est 8-10 ans. Donc, c'est pour ça que le mezcal est cher, en fait. Ouais. Les gars, il y a des variétés différentes. Et dès qu'ils coupent, ils savent que sur ce champ-là, pendant 8-10 ans, c'est fini. Il n'y a plus rien qui se passe.
Donc, oui, les bouteilles de mezcal, le mezcal à table vaut 25 € le verre parce que nous, la bouteille, on la paye 70 balles, tu vois. C'est des mezcals numérotés, et puis dans le mezcal, il y a aucune action mécanique, si tu veux. L'agave, ils la reçoivent, ils la cassent, pas en deux, mais ils l'écrasent. Ils la mettent à fumer avec du feu. Donc, ils font un gros foyer de feu comme ça. Ils mettent les agaves dedans, ils balancent du bois dessus, ils la fument pendant le temps que le maître mezcal souhaite apporter les arômes fumés. Donc ça dépend, c'est au bon vouloir donc ils la cuisent. Ils l'enlèvent, ils la passent sur une espèce de meule, une grosse pierre qui tourne, qui est tournée par un bourricot. Il n'y a toujours pas d'électricité ni de machin. Qui est tournée par un bourricot. C'est mis à fermenter, je crois. Et après, c'est mis à distiller. Au feu de bois. Et refroidisseur, serpentin, où les gars, ils n'ont pas de contrôle manomètre, des petits artisanales. Et tu sors avec un mezcal où, d'où les réputations des mezcals où ça rendait aveugle, tu sais, tu vois. Et au final, il n'y a aucune action mécanique. Et quand tu le vois, il nous racontait que l'appellation de mezcal officielle, il y a zéro électricité, c'est que de l'homme et du feu. C'est que de l'homme, du ouais, manuel. C'est fou, hein. Ah ouais, la vache. Et du coup, cet alcool-là, tu l'appréhendes différemment après. Ouais, parce que quand tu le goûtes, quand tu as le travail, tu vois. Tu as une vraie patte d'un maître qui va. Et tu te rends compte, c'est vrai que quand tu vas le boire comme ça en choupito, trop bien, le mezcal, tu vois, mais quand tu prends le temps de le goûter, bon, on a toujours pris le temps et tu vois les arômes, tu vois les variétés différentes, comme les cépages, c'est des cépages, c'est exactement pareil. Tu as le terroir qui est différent aussi. C'est ça. C'est des terroirs, la mer. C'était passionnant. Donc, tu as des mezcals de dégustation, quoi, vraiment. Ah bah oui, mais je vous invite, si vous avez, j'invite vraiment tout le monde à prendre un mezcal en fin de repas. C'est à 50 degrés, hein, mais là, il faut prendre la petite gorgée, comme tous les alcools forts, un peu pour préparer. Et puis, moi j'aime bien la petite bière à côté aussi, tu sais, pour la première gorgée, la petite bière, et puis tu goûtes le mezcal, tu mets le nez dedans, c'est passionnant, je trouve ça. Tu voyages, c'est ouf. Donc on rentre avec tout ça en tête, donc forcément tu as envie de partager avec tous tes potes. Les tortillas, les tacos, les mollets, tu sais, c'est les pâtes qui... tu as des mollets verts, des mollets rouges, des mollets jaunes avec du maïs séché. Enfin, tout ça, c'est passionnant. À Oaxaca, on a fait un truc de fou. Enfin, c'est ouf. Incroyable. Ça, c'est au Mexique, on y retournera, je pense. Donc, on revient ici. Donc là, on est reboosté pour l'hiver. On passe l'hiver tranquille. On a notre mezcal et notre tortilla. Donc, forcément, ça se passe mieux. Un bon feu, un mezcal et tortilla, c'est bien. Non, mais tu vois, enfin... Ouais, c'était parfait. Et oui, c'est ça du coup. Et puis là, à ce moment-là, on revient, donc on reprend des prestats, on refait une résidence à Puligny. Donc c'est ça le trou qui manquait. Résidence à Puligny chez Maison Chanzy pendant 1 mois et demi. On retrouve une résidence à Beaune. Pareil, arrière-saison, vente des vins. Et là, on est en 22. Et puis 23, ça redémarre. Ah non, on part en Indonésie en 23. C'est ça. 2023, Indonésie. Ok. On nous propose une résidence. Pendant 3 mois. Donc nous, vu que c'est la période creuse, décembre, janvier, février, si tu veux, on rate rien. Et sur l'île de Zumba, donc c'est l'hôtel Cap Carosso, il y a des chefs résidents ça dépend des plannings de chacun, mais ou 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois. Et donc nous, 3 mois, ça nous allait très bien. On était donc en Spar de Bourgogne, du brouillard beaunois, et on se retrouve au bord de la mer, sur une île. Donc l'île de Zumba, c'est une île qui fait 4 fois la Corse, je crois. C'est dans les dernières îles avant l'Australie. Donc on se retrouve là-bas dans un hôtel hyper isolé, on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc il y a encore des gens qui vivent sans courant, se baladent avec des machettes. Et tu te retrouves un peu dans un espèce de gros resort, grosse piscine, enfin je te laisse imaginer. Enfin très beau, hein, pas neuf, ils ont utilisé le matériau, le savoir-faire local et tout, c'est hyper beau. Donc tous les employés sont soumbanais, sauf les managers qui sont européens. Sensation hyper bizarre. C'est une résidence qui est cool, qui était un peu longue sur les 3 mois, parce qu'au final, tu es enfermé. C'est une prison au bord de la mer. Le premier vrai café, il fallait prendre la bagnole à 1 heure de route. Ah oui. Une espèce de fausse bonne idée, tu vois, où tu étais bien, mais au final... Ça te manquait le côté street food et tout ça, que tu attendais de l'Asie, quoi. Ouais. Tu attendais de pouvoir te promener. On pensait pas qu'on était autant isolé que ça. Après, c'est hyper beau, tu es au bord de la mer, c'est de la chance quand même, tu as une piscine. C'est cool, hein, mais... Tu t'attendais pas à ça? Non. Voilà. Et tu cuisines quoi là-bas, alors, du coup? Eh ben, on cuisine. Alors, on est au bord de la mer, mais la pêche, il y a très peu de pêche. Tu sais, on était le matin, on
prenait le petit déj, ça pêchait la dynamite dans la barrière de corail pour qu'on se mette un peu dans l'idée où on était, quoi. On entendait les gros booms. Donc finalement, moi, dans mon idée, tu pars là-bas, tu te dis, waouh, coquillage, le poulpe, tu vois, et puis finalement. Non. Rien de tout ça. Un peu. Ouais. Mais pas dingue. Non. D'accord. Un peu déçu là-dessus. Ouais. Donc, il y avait quand même un jardin en permaculture, sauf que nous, on a été pendant la période où il n'y avait pas grand-chose. Bon, le rêve qui était vendu sur le papier. Ouais. T'as été déçu. Vous avez été déçu. Après, c'était cool, hein, ils nous ont super bien accueillis. Enfin, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, c'était pas comme on imaginait. Ouais. Mais après, on était content de passer tout l'hiver là-bas. Ouais. Et entre deux, on a coupé, on a été au Vietnam. On a profité, de toute façon, il fallait refaire le visa. Et puis, nous, on voulait couper aussi, c'était important. Hein, et là, le Vietnam, vous du faites coup, on n'a pas voulu bouger, on est resté à Ho Chi Minh. Du coup, dans la ville, on avait un pote qui avait vécu là-bas pendant 2 ans, donc on avait tout ça d'adresse. Et alors c'était ouf. Reclaque de culinaire, tu vois. Ouais. Et moi qui avais l'habitude déjà de cuisiner beaucoup les herbes, alors là-bas, tu sais, tu as toujours un bol d'herbe avec ce que tu manges, toutes les herbes que tu connais pas, la coriandre vietnamienne, les yak ba, les ngogai, toutes ces herbes-là sont là, la périlla, et c'est frais. Et puis j'avais un resto que j'adore qui servait que des fruits de mer. Dans une espèce de rue, un ancien quartier, avec des vitres, avec des... Putain, c'est sublime. J'ai pas le nom. J'y étais 4 fois. Et le gars, c'était au micro, ça cuisinait tous les fruits de mer étaient devant et ça cuisinait tout au feu de bois, tu vois. Mais j'ai une recette que j'ai ramenée, tu vois, des palourdes à la citronnelle brûlée. Balance les palourdes, de l'eau, feu de bois, boum, couvercle, et puis t'envoies ça comme ça. Et là, je le fais ici, tu vois, typiquement. Juste les palourdes citronnelles. Palourdes de pêche à pied, j'ai des grosses palourdes de pêche à pied. Je les ouvre juste à la citronnelle et à l'eau, ça se fait tout seul, en fait, il n'y a rien à faire. Et Vietnam, tout le travail des herbes, et puis c'est là qu'on ramène nous aussi des graines d'herbes qu'on plante chez nous. Du coup, chaque voyage, on ramène des herbes qui n'existent pas ici ou qui sont pas développées, et on les intègre sur les. Alors c'est interdit. Hein. Dans le potager ? Ouais, chez nous. Après, nous ici, on fait. Ça sera dans le futur, mais toutes les herbes on en cultive beaucoup pour le resto et pour les repas, et on va cueillir aussi. Alors, on le revendique pas forcément, c'est pas marketing, on le fait, mais voilà. Oui, tu le fais pour... Parce que c'est cool, parce que c'est des trucs qu'on ne trouve pas. Ouais, ouais. Et donc, le Vietnam aussi, grosse claque. Le Vietnam, en fait, c'est juste des produits qui sont très peu travaillés aussi, tu vois. Il y a juste des assaisonnements. Les sauces Yakman, des herbes, tu trempes tes nems, c'est bon. T'as l'umami, c'est frais. C'est incroyable, hein, cette fraîcheur de bouffe. Ah ouais, donc tu prends, t'as un vrai choc, quoi. Ouais, j'ai envie d'y retourner là. Aussi, ça fait partie de... Non, mais c'est des voyages qui sont hyper inspirants, quoi. Ouais. Puis on fait pas les étoilés, tu vois, on fait vraiment les petits trucs, tu vois. Donc c'est très inspirant, toutes les herbes. Je découvre des herbes, tu découvres des modes de cuisson aussi. Tu découvres, ils mangent beaucoup d'escargots là-bas, alors des escargots qui ressemblent à des trucs. Il y a un gros coquillage comme ça. C'était bon. Au Mexique, j'adore les restos de poissons. Au Mexique aussi, il y a Contramar qui est un gros resto de poissons. J'aime beaucoup les produits de la mer. Hein. Je suis un gars de la mer. Je suis à l'opposé. Ici, on est presque à l'opposé. Hein, mais, Et tu arrives donc ici en Bourgogne à trouver des... Ouais, tu arrives à avoir des beaux produits. Ouais, ça a été compliqué avec les fournisseurs. Je suis très exigeant sur les produits de la mer. Ça a été très compliqué à essayer aujourd'hui, c'est en place. On fait que de la pêche sauvage, pêche de ligne au maximum ou pêche petit bateau. Enfin, moi, je fais pas d'élevage, que de la pêche française, pêche à pied ou casier. Enfin, voilà. Je suis très, très, très... Et tu es content des produits que tu arrives à trouver? Ouais, ça y est. Ouais, ça y est. Ça y est. Ça a mis un peu de temps au début. Ouais. Ouais, on n'a pas les mêmes exigences. Et puis à Paris, t'es habitué à avoir du poisson très haut de gamme. Hein. T'en as à Paris, j'imagine. Ouais, t'as Rungis. Et puis, c'est ça. Tout ce que tu peux trouver, c'est à Rungis. T'es habitué à avoir des produits de fou. Hein. Ici, quand t'arrives un peu à la... c'est pas livré tous les jours. Tu veux dire qu'il y a personne qui t'appelle à 4h du matin en non, te disant... mais j'aimais bien finalement, Romain, tu vois. Romain, j'ai un poisson pour toi, je te le livre dans 3 heures. J'aimais bien finalement qu'on m'appelle pour me dire qu'il n'y a pas ça, plutôt qu'on me dise une caisse de merde en me disant mais tu m'as commandé de la dorade. Oui, mais elle est pas belle. Je préfère que tu me dises j'en ai pas ou je te mets autre chose, tu vois. Et ça, j'ai réussi à leur faire comprendre, tu vois. Donc ça met du temps aussi en lui disant s'il n'y a pas, tu me dis, tu me mets autre chose ou tu me le mets pas. Moi, je me débrouille, je vais faire une entrée végétale, tu vois.
On n'est pas, vu qu'on travaille ici sur une carte qui bouge un peu tout le temps, j'ai entre 10 et 12 salés. Si j'ai pas un produit sur le truc, on travaille avec un maraîcher, Olivier, qui est là. Tu vois, tiens, t'as des haricots, on va faire des haricots verts, tu vois. Enfin, c'est pas grave, je préfère pas avoir le truc ou avoir que 9 plats que de servir un truc pété, quoi. Je comprends. Donc du coup, il faut le faire comprendre au fournisseur. Ouais. Et ça y est. Parce que toi, j'imagine que le truc pété, de toute façon, tu vas pas le servir. Non, je le mets pas. Hein, tu le mets pas, c'est ça? Il vient le rechercher ou c'est par la poubelle, s'il vient pas le rechercher. Donc c'est ça. Donc on est autant exigeant. Et puis tu sais, moi j'ai grandi, enfin finalement j'ai grandi dans les étoilés aussi. Donc je m'applique cette exigence, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien, bien sûr. Donc du coup, on n'est pas, j'aspire pas à avoir une étoile, hein, j'ai pas du tout envie, mais j'étais exigence de sourcing. Oui, parce que tu es comme ça, c'est ta manière de travailler, d'être. Et quand j'ai des jeunes aussi comme ça, qui n'ont pas travaillé forcément dans les étoilés, ils comprennent pas forcément, tu vois. Que ça soit portionné, il faut que les frigos soient rangés, tout orqué, tout. Un beau produit, si tu veux le conserver, alors je te dis pas de le conserver 15 jours, mais déjà le poisson qui est extra frais, 2 jours, il y a zéro souci. Par contre, il faut mettre des gants quand tu manipules les produits crus, il faut changer les papiers torques, tu vois, c'est une espèce de rigueur de rangement. C'est un vrai métier, quoi. Ouais. Alors, au début, les jeunes ont l'impression qu'ils perdent du temps. Enfin, tu vois, ils m'embêtent, quoi, tu vois. Et toi, tu penses que ça, c'est les étoilés qui t'ont appris ça? Ouais. Ouais. C'est William aussi, et puis tous les étoilés, cette rigueur de travail, de taillage aussi, finalement, tu vois. C'est pas une contrainte, la rigueur. Hein. Je t'avouerais que c'est ce qui me fait vraiment avancer. J'ai besoin d'avoir du stress en début de service, même s'il n'y a pas raison d'en être. T'es un peu comme un chanteur qui va à un concert et qui a ce petit stress avant de rentrer en scène. Si j'ai pas de tract, le track un peu avant le service, je passe pas. En fait, t'es pas concentré, donc tu vas oublier des éléments, tu vas pas faire attention à tes cuissons. Par contre, c'est épuisant finalement et je sais que c'est affreux parce que je communique ce stress aux collaborateurs, aux collaboratrices. Oui. Donc du coup, je demande beaucoup aux gens. Et je suis pas un tyran, hein, je respecte les horaires du staff, mais sur la partie service, j'ai besoin on y va. Il faut que ça envoie. Ouais, on y va, c'est le service. À 19h15, on est en place. Moi, je veux pas courir à 19h10. Je veux qu'à 19h15, on soit devant, on attend les clients. Et donc là, tu nous parlais d'ici. Donc là, c'est la 2e année. Vous êtes là, hein, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que tu pas retiens, mais qu'est-ce que tu voudrais que tes clients qui viennent ici retiennent de ce moment-là, de cette 1h30, de ces 2 heures ou 3 heures, comme tu dis, parce que parce qu'il y a des gens, les gens restent longtemps. C'est ça. Et puis de toute façon, tu peux pas faire de service ici. Enfin, tu te doutes bien que quand on monte des lieux avec Julia, quand on ouvre des lieux, on se met à la place. Qu'est-ce qu'on aimerait ici, tu vois? C'est comme ça qu'on pense. J'aime pas le mot concept déjà. Qu'est-ce qu'on aimerait quand tu visites ce lieu-là? Qu'est-ce que tu aimerais si tu t'assois, tu vois? Donc toi, tu te mets à la place du client, c'est ça? Tu dis, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce qu'on voudrait? Imagine-toi, on arrive ici, qu'est-ce qu'on aimerait? Et donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'on avance le projet finalement, les ouvertures. Ce lieu-là, on l'a travaillé déjà sur tout ce qui est visuel. On a beaucoup travaillé la lumière le soir parce qu'il y a zéro lumière. On a travaillé sur les matériaux. On essaye d'être le plus brut possible. On reste dans le bistrot, tu vois, finalement, les codes du bistrot. Et puis après, sur l'offre, j'ai pris un risque aussi. C'est la première année où on fait beaucoup de produits de la mer. J'ai 2 choix de viande sur 12 salés. Le reste, c'est du légume, des coquillages ou du poisson. Ah oui, donc c'est vraiment un peu un risque aussi, tu vois, ici, parce qu'on est quand même sur des gens régionaux ancrés dans la viande, tu vois. Dans le terrien. Donc c'est un risque. Et alors? Et ça a pris, du coup, les gens. Ça a pris? Ouais, ça a pris. Dès la première année, les gens venaient savaient qu'ils allaient manger des trucs frais, des coquillages, des choses comme ça. Que le poisson n'était pas odorant. Ouais, ce que je vois là, grosse palourde, barre de ligne, t'as des choses. Il y a les grosses palourdes, il y a du barre de ligne, il y a quoi? Il y a des encornets, il y a des blancs de sèche, il y a du poulpe. Les gens savent ici, tu vois, ils viennent pour ça. Après, je travaille du riz de veau aussi, je travaille un beau riz de veau en viande, je travaille. Là, tu vois, je travaillais. Ça, c'est une carte du dimanche soir, elle est un peu plus réduite parce que des fois les frigos sont un peu finis. Parce que je vois deux demi-volailles de Bresse. Ouais, on fait de la volaille de Bresse. Ça, c'est uniquement le dimanche. Morille sauvage fraîche. On a chopé un peu de morille du Jura la semaine dernière. Ok.
Donc on travaille un peu comme les étoilés, tu vois, finalement. Enfin, on travaille comme les étoilés, c'est les mêmes produits. Et par contre, on les travaille pas en entrée plat dessert, on les travaille en petites assiettes. Tu viens à 4, tu peux te prendre toute la carte, tu te mets au milieu. Yulia conseille du vin. On a pas mal, on a qu'une carte de vin. On a fait l'inventaire, finalement, on a 450 références quand même. Ah oui, c'est pas. Non, c'est pas une petite carte de guinguette. C'est pas une petite carte de guinguette. Hein. Non. C'est clair. Ça fait 4-5 ans qu'on achète du vin et oui, il y a 450 références. Puis beaucoup de. Enfin, il y a de l'allemand, du géorgien, de l'italien, il n'y a pas que de la Bourgogne, il y a pas mal de Jura, il y a du Beaujolais, il y a de la Loire. On a pas mal de vignerons bourguignons, bien évidemment, mais on a une grosse carte, 450 références. Ouais. Génial. C'est cool. Et puis il y en a pour tous les budgets, parce que si on ferait que de la Bourgogne, tu es à 70 sur table, minimum. Hein. Ouais. Je suis en appellation Bourgogne, je parle. Oui. En vigneron nature aussi. Si vous allez me dire qu'on peut trouver des bouteilles moins chères, oui, mais ils ne sont pas forcément en nature. Ouais, c'est ça. Enfin, des gens qui travaillent bien. Je dis pas que les autres travaillent mal, mais ils ont une méthode de travail qui demande un peu plus d'attention dans la vigne et dans la vinif. C'est pour ça que je préfère le préciser. Que les vins de Bourgogne naturels sont un peu plus chers. Ouais, je comprends. Évidemment. Et puis du coup, on le monte comme ça, ce projet, et puis ça prend assez rapidement l'année dernière. Et puis nous, on se met en place assez rapidement aussi, parce que c'est des rodages. Hein. Faut roder les équipes, ce qui est déjà dur à trouver aussi. Et puis après, ça se met vite en place. Et puis voilà, ça part, et puis on fait une belle saison, complet tous les soirs. Et puis après, là, l'année dernière, on a fermé au mois de septembre. Et 31 septembre, grosse fête. On fait généralement, le dernier soir, on fait des concerts, on fait une broche, une espèce de j'ai acheté une broche à kebab pour des événements, un peu des lubies des fois comme ça. Et tu fais des kebabs. On fait des kebabs, on appelle ça plus un gyros, c'est au cochon. Ah oui. Plus un gyros qu'un kebab, pardon. Ouais. Un gyros. Et on fait des sandwichs toute la journée. Okay. Gelés, et puis c'est cool. Et puis on fait ça, il y a mon frère de la cave à Michel qui vient faire un bingo. On se fait un peu comme une fête du dimanche du village, tu vois. Et là, cette année, ce sera quand la fête ? Le 31 août. 31 dimanche. août. Vous fermez plus tôt alors, cette année ? Ouais. Là, on a ouvert au début juin et puis on a un heureux événement qui arrive aussi. Donc, oui. Il y a un bébé qui arrive pour juillet. Ouais. Donc il faut couper. Et oui, puis c'est bien 3 mois. En fait, nous, ce qu'on aime avec Yulia, on vient même, mais c'est les ouvertures. En fait, c'est réfléchir à ouvrir comment, quand, ce qu'on va faire, est-ce qu'on change des trucs. J'adore l'exploitation, mais pas sur 10 ans comme j'ai fait sur le galopin. Oui. Moi, exploiter un truc pendant longtemps, au bout d'un moment, t'en as marre. T'as la routine, là, tu veux pas que ça s'installe, voilà. ça. Donc, j'aime bien ce modèle-là. Création, rodage. On est content. Ça ferme. J'aime bien ça. Après, je comprends. Des lieux de 6 mois, ça peut être cool aussi, mais tu as le temps de t'ennuyer, tu vois. Au final, tu tournes un peu en rond. On fait tout pour éviter la routine en tant que cuisinier, restaurateur. Je suis admiratif envers des chefs qui sont encore dans leur cuisine, tu vois. Toi, à Paris, t'as Gégo, qui est toujours dans le fourneau, qui est toujours dans le même lieu. T'as Cornebord qui a vendu, mais qui a tenu quand même ses bouclards pendant un bout de temps. T'as Constant, t'as des gars qui sont encore au fourneau. Wow. Ouais, c'est... Et puisqu'ils ont toujours la même rigueur, hein, tu vois, ils s'imposent toujours Ouais, c'est une vocation, un sacerdoce, je sais pas comment tu l'analyses, mais... je suis admiratif envers eux. Moi, je serais pas capable de le faire. Enfin, j'en ai eu 8 morts jeunes, peut-être que ça viendra, mais... Donc, tu vois, l'année prochaine, c'est du stress aussi, parce que là, on est là, on profite du moment, les gens sont contents, on a du monde. L'année prochaine, je sais pas, des fois, on attaque l'hiver, on sait pas où on sera. Ouais. Il y a des fois, c'est des stress. Hein. Tu as quand même une remise en question tous les hivers, quoi, globalement. Hein. Ouais. On cherche des lieux. Alors, des fois, on a des résidences. On a des propositions de résidences à l'étranger. Là, je pense que cette année, il y aura l'enfant. Donc, je l'appelle l'enfant. Oui, l'enfant, l'élu. Il y aura une résidence. Mais il y aura peut-être, je sais pas, on va voir. Ouais, tu te projettes pas. En fait, tout dépend comment il se comporte, enfin comment l'enfant se comportera. Ouais. Si c'est un qui peut voyager, rien ne nous empêche de voyager, tu vois. Nous, on l'a pris comme ça. Ouais. Et donc après, où on est là l'année prochaine, où on aura notre proposition. Là, on nous a fait visiter un lieu à Nuit-Saint-Georges. Donc, avant, on galérait à trouver des lieux, et là, j'espère, dans la continuité. En plus, nous, on peut rassurer les gens. On a des visuels. On n'arrive pas avec des parasols Pepsi Cola, avec des tables. Oui, et puis j'imagine que deux résidences comme celle-là, vous avez aussi gagné en crédibilité. Et là, ils se disent, OK, maintenant, ils savent ce que vous faites. Ils savent ce que vous avez en termes de vin, de prestations, etc.
Et après, tu adhères ou pas, quoi. C'est, Et puis nous, ça nous permet de travailler hors saison aussi, je du coup, comprends. parce que les gens viennent nous voir. Ouais, Moi, bien sûr. tu vois, donc au final, c'est cool parce que nous, on aime garder ce fil avec Julia de la restauration, du service, du stress, des collaborateurs, parce qu'on est 6. Ouais. C'est cool de manager des équipes aussi. Vu que c'est très court, tu Ouais. reprends plaisir. Bien sûr, bien sûr. Tout est cool. Ouais, tout est cool. Ouais, je comprends. Vous avez fait un truc qui est vraiment très joli. C'est cool en fait. Ouais. C'est des jeunes, on travaille avec des petits étudiants aussi, tu sais, sur les postes de runner, les postes de plonge. C'est des gens qui sont. Moi, j'adore avoir des gens qui sont pas de la restauration, qui sont motivés. Parce que du coup, ils savent rien. Enfin, ils savent pas travailler dans la restauration, mais c'est des gens qui ont un peu de jugeote ou qui sont. Il y avait aujourd'hui tout juin, pardon. C'était en plonge, c'était Philippine, elle attaque sa 3e année de médecine, tu vois, qui est une jeune fille de Savigny, hyper motivée. Génial. Hyper motivée, un peu de plomb dans la tête, 20 ans, content d'être là. Ouais, c'est ça. Toi aussi, en termes de fraîcheur et de Exactement. trucs, ça doit être vraiment génial. Cool, c'est vraiment cool. Donc j'explique comment ça fonctionne le restaurant, elle est hyper à l'alerte. Parce que c'est une nouveauté pour elle, ça lui change de son confort aussi finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis elle doit percuter vite aussi. Et ça pareil, en salle, on a Lila qui a passé son bac, elle a 19 ans. Pareil, en salle, c'est une runneuse comme si elle avait 6 ans d'expérience. Numéro de table, ça débarrasse, ça met carafe d'eau. Et c'est hyper cool d'avoir des jeunes comme ça. Je comprends. Et ça donne envie parce que dans la restauration, c'est pas facile. Hein, les gens qui sont qualifiés, déjà, ils veulent plus trop travailler. Ce que je comprends aussi, il y a eu beaucoup d'abus. Hein. Mais c'est cool d'avoir ce nouveau souffle de gens qui sont pas du métier, qui font ce petit job d'été, mais avec passion et ils sont investis finalement, tu vois. Ça doit il y a être de l'investissement dans ce truc-là. Ça fait du bien. Quand tu as monté une équipe et que ça tourne et qu'ils sont et ça prend, tu dois être vachement c'est des gens satisfait. qui sont pas du métier en fait. Ouais. Et ça fait de la fraîcheur. Ouais, je comprends. Alors il y a des gens là, on a aussi en salle, on a une jeune fille, Doriane, qui est de Clermont. On loge cette année, donc elle s'est déplacée parce qu'on logeait et c'est une jeune fille qui est de brasserie. Donc, ça bombarde. Du coup, on a un peu, tu vois, on a un peu plus. Enfin, c'est bien, hein, c'est trop bien. Hein, mais c'est cool d'avoir, de l'efficacité, d'avoir des collaborateurs qui se complètent. Et ça, c'est trop bien. Ouais. T'as formé une super équipe. Ouais, c'est trop bien. En salle, c'est trop bien. On a une super équipe et puis. Et toi, en cuisine, t'es tout seul? C'est compliqué la cuisine. Ouais. Non, mais j'avais un jeune qui passe son bac cette année en cuisine, qui était très bien, mais j'ai appris qu'il avait 17 ans et j'ai appris qu'il avait pas le droit de travailler après 22 heures, pas le droit de travailler le dimanche et pas le droit de faire plus de 35 heures par semaine. Ouais. Donc voilà. Donc nous, les heures sup ici, on les paye. Donc c'est ce que je dis. Donc on fait que 7 services par semaine. Donc nous, on veut se garder du temps aussi et on veut que les collaborateurs aient du temps. Oui. Donc le mardi, ça embauche à 14-15 heures. Le jeudi, un peu plus tard, 16 heures. Donc en gros, il travaille que le mercredi. Il y a un service mercredi soir dîner, jeudi soir dîner, vendredi soir dîner. Donc ils ont lundi, mardi toute la journée, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin. Et samedi, dimanche, c'est coupure. Ils ont quand même pas mal de temps libre, finalement. Donc voilà, donc ça fait des semaines, on est à 47 heures, je crois, sur les salariés. Il y a 45, 47 où ils sont payés, 45, 47. Et puis on les épuise pas, ils sont contents d'être là, finalement. Parce que tu vois, quand tu fais 90 heures, les premiers jours, tu es content, mais les deuxièmes jours, tu fais un peu plus la tête en service. Tu es fatigué, tu te blesses, tu fais moins gaffe à tes assaisonnements. Tu es épuisé, puis tu fais la gueule. Et puis il y a des tensions qui apparaissent, au final. Ouais. Parce que même pour moi, parce qu'au début, au bout d'un moment, tu es un peu tendu. Tu es fatigué, tu es tendu. Bien sûr. Donc ça permet d'avoir une qualité de vie où tout le monde est content d'être là, tout le monde est là, et puis on démarre la semaine. Et j'imagine que tes clients, ça se ressent aussi, quoi. Ils se sentent clairement bien aussi, quoi. On peut regarder tous les avis. Les gens nous disent que les équipes sont souriantes, professionnelles. Et voilà, donc t'as réussi, quoi. Il fallait réfléchir un peu à un modèle de restauration. Tu sais, quand j'ai ouvert le resto à Paris, moi aussi je faisais les 90 heures, les gars faisaient 10 services par semaine, tu vois, et c'est pas normal de faire ça aujourd'hui. Mais on l'a fait à Paris au début aussi. Au bout de la 3e année, on ouvrait que le soir. Ouais. On pouvait plus. On a fait ça en 2012 ou 2013 quand même. Et puis, ça évolue, c'est pas plus mal. Hein. Là, je suis content de le faire. Et puis on passe un été, on passe des gros services. C'est bien. C'est bien. Génial. Les collaborateurs sont contents, les clients sont contents, les patrons sont contents. Ouais, donc. On a gagné en fait. Ouais. Alors certes, on pourrait faire plus de chiffre d'affaires. Hein. Oui, mais c'est pas ce que tu.
nous, tant qu'on paye notre loyer, on paye nos staffs, et puis il nous reste bien évidemment, on fait ça pour le. Enfin, faut qu'il y ait un peu de trésor, du chiffre d'affaires, mais évidemment. C'est cool. Ouais, bah génial. 1000 merci. Alors attention, on a presque fini là. J'ai quelques questions que je pose à tout le monde. Je crois que je l'ai vu ça sur les anciens. Bien sûr. Voilà, du coup, c'est plus la surprise, mais si tu devais cuisiner un plat pour quelqu'un de vivant ou de mort, ce serait qui et ce serait quoi? J'aurais bien aimé faire découvrir à mes deux grands-mères, tu sais, la volaille de Bresse au vin jaune, en fait, Maury. Tu sais, parce que les grands-mères faisaient toujours le poulet rôti ou le poulet à la crème, étant en Normandie, tu vois. Oui. Et cette volaille un peu... Il y a le Gaston Gérard aussi que j'ai découvert ici, c'est dans cette dijonnaise. Mais j'aurais bien aimé faire goûter à ma grand-mère, tu vois, peut-être la volaille de Bresse, vin jaune, Maury. Ah, peut-être. Belle... Ouais. Ça donne envie en tout cas. Alors attention, on enchaîne. Une recette. Donne-nous une recette en 1 minute chrono. Et bien là, je suis très content parce qu'il y a les tomates qui vont arriver. Alors, c'est pas une recette qui est technique du tout. Vas-y. Il y a le potager des Ducs à Dijon qui on travaille, pas que lui, mais lui, il est en serre, donc il a des tomates. Et nous, l'été, ici, on fait des belles salades de tomates, donc tomates de pleine terre. On assaisonne avec pas mal de choses, des graines de coriandre, des graines de fenouil, des graines de tournesol, beaucoup d'herbes, tu vois, la vietnamienne, le shiso, la nette, la menthe, la coriandre. Et on met des dés de pêche ou de pastèque. Et c'est hyper fraîche, on sort ça sur des compotiers. Tout est très bon et c'est clairement la vietnamienne. Il y a la balle d'herbes fraîches. Voilà, et ça, c'est une recette que moi, c'est comme ça que je mangeais les salades de tomates. Tout simplement. Ok, merci. Alors là, cette question-là, pour toi, c'est particulier parce que tu vois, si tu devais ouvrir un restaurant dans un autre pays, ce serait où et tu ferais quoi? Alors, figure-toi qu'on réfléchit aussi à se poser. Hein. Ça sera peut-être pas dans l'année, mais on cherche une maison aussi à acheter pour arrêter de déménager. Pas avoir un resto à l'année, mais sortir les tables quand il fait beau. Ouais. Et un resto, moi, avec Julien, on est assez pareil là-dessus, mais je crois que ce serait avoir une gargote en bord de mer, en Sicile. Tu sais, tout que l'été, du vin nature et des produits de la mer. Voilà. Que ça. Oui, ouais, déjà, c'est un beau programme. Hein. Non, mais pas une énorme brasserie, mais tu vois, un truc Des petites assiettes, produits de la mer. Poisson grillé, vin nature, bord de mer, t'es ouvert légumes. Quand il fait beau. Ouais, enfin voilà, des trucs. Ouais. Locaux, en plus. Oui, tu fais que ce qu'il y a, quoi. J'ai des souvenirs, on était en Sicile, là où c'est affreux, mais les petites fritures les vrais frites au misto. Ouais. T'as des rougets qui font cette taille-là. Ouais, c'est affreux, hein. C'est des rougets qui ne sont pas reproduits, des turbos qui ne sont pas reproduits. Les purées, c'est bon quand même. Mais il ne faut pas en abuser. Oui. Mais c'est bizarre qu'ils pêchent ça, qu'ils se tirent tirent une balle dans le pied au final. Oui, bien sûr, parce que du coup, tu stoppes la... Et j'avais trouvé des choses comme ça, et je me dis, tu es en bord de mer, tu sors tes tables comme ça, là, tu fais manger, tu sais, tu fais que le déj, midi à 18h, à l'ombre. Et puis voilà, tu le sors, tu vas te baigner ou tu vas pêcher, parce que je suis pêcheur aussi. Et puis ta vie, elle est cool, je pense. Ouais, c'est clair. Oh, et même pour tes clients, hein. Là, tu dois passer un sacré moment. Hein. Clairement, ouais. T'as un plaisir coupable, toi, en termes de nourriture? Il y a un truc... Ouais. C'est quoi? La mayo Indus. mais c'est la deuxième fois que je l'entends, ça. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, je suis dingo. Alors j'adore la mayo maison. Ouais. Mais j'adore les maillots Indus américaines. Américaines en plus. Ouais. T'en trouves ici? Ouais, c'est les marques un peu classiques. Ouais. Mais j'adore la sriracha aussi. Tu sais, c'est la sauce chinoise fermentée là. Tu sais, j'ai grandi à Belleville et puis un jour, une année, ils ont sorti la sriracha mayo. Je vous invite à goûter. Allez, on va boucler la boucle. C'est quoi ta Madeleine de Proust, le plat qui te ramène à ton enfance? Waouh. Une odeur, un plat où tu dis ah ouais, ça y est, je voyage. Je repars en Normandie. Ouais, je sais pas ce que ça pourrait être. Je crois que c'est simplement les fruits de mer. Les odeurs d'abats aussi, tu sais, les tripes. Ça me rappelle mon enfance parce que je mangeais des tripes très tôt, jeune. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu. En fait, je racontais ça l'autre fois à des clients. On a les tripes à la mode de Caen. Et chez mon oncle, quand je faisais un peu la plonge quand j'étais jeune, en fait, les gars avaient l'habitude de manger les tripes les lendemains de cuite. Ok. Tu sais, ils se prenaient une cuite un peu la veille, et puis ils s'asseyaient, et puis le lendemain, ils mangeaient la tripe. C'était à 10h du mat.
Et il déposait ces odeurs de grosses cocottes de tripes à la mode de Caen. Et j'adorais quand il se prenait des cuites. des Toi, cuites t'étais la veille, content parce que le lendemain, on mangeait des tripes. Des tripes. J'avais 14 ans, tu vois. Et cette odeur de tripes me rassure. Et ben voilà, belle boucle. 1000 merci Merci beaucoup. pour ce voyage. Désolé, je suis parti un peu loin mais des fois j'adore. sur des trucs. C'était canon, c'était super. C'était hyper intéressant. 1000 merci. Très bien, je vais merci terminer à vous. par ça. Regarde, t'es prêt? Bouge pas. Regarde bien. C'est quoi? Bah, une petite photo. Je vais terminer Ah. par une petite photo de toi. Parfait. Merci. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. On a passé 1h40 là, juste là dans la salle derrière avec Romain. C'est le cagnard. Hein. Je peux vous dire qu'on a eu très chaud. On a beaucoup bu de l'eau. On boit beaucoup d'eau. Hein. À consommer avec modération. Non, justement, à consommer avec pas modération l'eau, surtout en période de canicule. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas, hein, comme d'hab, hein, on like, un pouce, on s'abonne à la chaîne. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Insta ou TikTok pour voir des petites vidéos en avant-première, des choses comme ça. Partagez autour de vous, prêchez la bonne parole. Voilà, si vous avez des envies de chef que vous souhaiteriez que je rencontre, ben, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Ça m'aide beaucoup pour aller les voir et leur dire, mes camarades voudraient que je vous interviewe, donc je vais venir vous voir. Merci encore, je vous dis à très vite. Passez une bonne semaine. À toutes, c'était Toto, les chefs se mettent à table.